Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec les Lucioles et Steerfox pour parler de comment on va augmenter les conversions sur votre acquisition ads sans forcément dépenser plus. Donc on va rapidement se présenter, je laisse la main à Luciole, du coup Noémie je t'en prie. Oui, bienvenue. Donc aujourd'hui, Luciole, on est trois dans l'équipe. Donc moi, je vais m'occuper de tout ce qui est expérience client avec une expertise en neurosciences qui me permet donc d'optimiser le parcours client avec une connaissance fine de la cible client, de savoir à qui on parle et d'utiliser ça donc dans l'optimisation des conversions. Christophe Chaudet, je suis expert en expérience utilisateur et en optimisation des conversions. Voilà, je fais ça depuis une bonne dizaine d'années, un peu plus. Et voilà, ma spécialité, c'est vraiment l'utilisation des données comportementales pour améliorer les conversions. Vincent n'est pas avec nous aujourd'hui, mais Vincent, c'est notre expert e-commerce, marketing digital, qui fait partie intégrante de Luciole. Et pour ma part je suis Jaed, donc sur le côté Steerfox, et je m'occupe d'accompagner depuis plus de 8 ans des e-commerçants en tant que Customer Success Manager. Donc, on va rapidement voir comment on peut assez simplement optimiser son acquisition publicitaire afin d'améliorer sa rentabilité sans forcément aller dépenser plus de budget. Donc, on va se regrouper sur 3 étapes. Donc, le premier point, ça va être d'adapter la segmentation publicitaire par une approche catalogue produit. Ça va être la première partie. On va ensuite voir comment segmenter efficacement son catalogue directement sur le site pour avoir une navigation qui soit la plus fluide possible pour l'internaute. Et en troisième partie, on a les questions-réponses que vous aurez eues en fin de présentation. Donc, Du coup, là, en gros, comment optimiser ces ads et la segmentation catalogue? En fait, il y a en gros 4 étapes. La première étape, c'est évidemment auditer son catalogue au sens large, pas uniquement le catalogue côté ads, mais votre catalogue produit. Et bien évidemment vos campagnes ads. La deuxième étape, c'est de faire aussi un audit plutôt sur le côté besoin du client, voilà, voir un peu identifier les différentes catégories de besoins qu'il peut avoir. L'étape 3, c'est de lister un peu les segmentations pertinentes, on va détailler tout ça après. Et l'étape 4, c'est mettre en application de manière concrète sur le site. Donc en gros, c'est un peu plus voilà, comment est-ce qu'on applique cette segmentation dans la navigation à travers l'arborescence, les filtres, etc. Et l'idée, c'est que ces 4 étapes-là, il y ait à chaque fois un côté test et itération, voilà, d'optimisation continue, c'est-à-dire on analyse, on teste des choses, on analyse des résultats et on recommence. Voilà en gros la méthode. alors, pour commencer sur la partie 1, donc déjà, ça commence par optimiser les attributs shopping. Aujourd'hui, quand un annonceur s'affiche face à d'autres concurrents sur les carousels shopping, on a certains points clés à vérifier pour s'assurer d'être plus compétitif et du coup de mieux attirer l'attention et de récupérer un internaute qui pourra convertir sur votre site. Donc déjà, on va avoir tout ce qui va être offre promotionnelle. On sait qu'aujourd'hui, il y a différentes opérations commerciales qui peuvent arriver au cours d'une année. L'idée, c'est de s'assurer que vous mettez bien en avant si vous avez des offres qui sont en cours de promotion. Donc là, on voit typiquement qu'on a l'encart promotion au-dessus du carrousel shopping, qui se traduit aussi par le prix barré. Donc généralement, c'est lié et il y a une certaine restriction où le prix doit être identique sur une certaine période pour que Google comprenne bien que c'est une promotion et non une promotion déguisée. On va avoir la mise en situation du produit. Donc, il y a beaucoup d'annonceurs qui encore utilisent, notamment, on est dans le secteur du mobilier, des images sur fond uni. On vous invite vraiment à utiliser des images de mise en situation pour projeter l'internaute, pour vraiment voir votre produit dans un contexte. On va avoir aussi tout ce qui est caractéristiques produit. N'hésitez pas à rajouter tout ce qui va être matière, dimension, nom du produit, marque, etc. Alors, on voit que tous ces attributs-là ne sont pas présentés, hein. À un moment donné, on est limité par un nombre de caractères. On voit qu'on a des 3 petits points, mais l'algorithme en tient compte entre la requête de l'internaute et les caractéristiques que vous avez attribuées à votre produit. Donc, n'hésitez pas à les renseigner, de mettre le plus d'informations possible sur vos attributs de titre et description, et ça vous permettra d'être mieux positionné. Ensuite, on va avoir tout ce qui est avis produit. C'est vraiment très important. C'est un des premiers critères de réassurance qui va permettre à Internaute de venir sur votre site plutôt que chez un concurrent si celui-ci ne présente pas d'avis pour une même référence produit. Donc là, on voit que typiquement, on a directement des avis. Vous avez 2 types d'avis. Vous avez les avis Google d'un produit. Donc ça, c'est quand on revend tous le même produit. Et quand effectivement, vous avez un produit en marque propre, là, vous avez vos propres avis que vous pouvez intégrer assez facilement avec des agrégateurs d'avis.
Et ensuite, on a tout ce qui est notion de frais de port. Aujourd'hui, n'hésitez pas à les indiquer, que ce soit les frais de port, les délais de livraison, les conditions de retour. Google a mis en place des fiches qui permettent de comparer assez facilement les offres. Et ça peut être un élément différenciant si aujourd'hui vous avez un nombre d'avis similaire, une même fiche produit, un même prix, ça peut faire la différence pour concrétiser un achat sur votre site plutôt que celui d'un concurrent. Ici, pour vous montrer, on l'a fait sur un cas client. On est sur un produit, donc c'est un buffet qui est vendu chez l'un de nos e-commerçants, qui est aussi revendu sur différentes places de marché. Donc nous, le premier travail a été de pouvoir avoir une offre plus compétitive, que ce soit sur le prix, sur l'image affichée. On a les avis produits aussi. Donc on remplit entre guillemets toutes les cases qui vont nous permettre vraiment de se démarquer. Vous pouvez voir entre guillemets un premier rendu de comment ça peut s'afficher et le résultat que vous pouvez attendre. Maintenant qu'on a parlé de la partie visuelle, on va parler un petit peu plus des niveaux de données qu'on exploite aujourd'hui. Donc, pour la plupart, on utilise tous les données d'acquisition publicitaire qui émanent de nos campagnes et de la prise historique qu'on a pu faire. C'est la première étape. Aujourd'hui, on sait qu'on a des données qui sont modélisées, où on perd une partie de la donnée. Donc, ça va être important de pouvoir récupérer, se baser sur d'autres signaux. Donc, on va avoir les ventes organiques du site. Donc, c'est vraiment vos ventes à vous, telles que vous les réalisez sur votre site, pour s'assurer que la prise d'apprentissage de l'algo, que ce soit Google ou une autre régie publicitaire, par rapport à vos ventes, soit cohérent. Une fois qu'on a cette deuxième couche, on peut aller chercher encore plus loin. On peut voir si par exemple vous avez un réseau de magasins, on peut aller chercher un réseau de magasins. On peut potentiellement avoir des insights marché. On peut demander à Google ou à d'autres régies de dresser des tendances marché pour voir si telle ou telle typologie, marque de produits peuvent se démarquer. Google Merchant Center vous donne déjà des premières indications sur les opportunités de votre catalogue. Et ensuite, on peut aller sur une dernière couche, c'est de voir comment ça se passe sur les autres régie publicitaire, donc typiquement les leviers réseaux sociaux par exemple, et si, comme dans l'exemple qu'on a vu précédemment, vous vendez vos produits sur des places de marché. C'est très important de s'inspirer de tous ces signaux-là pour orienter un algorithme qui va apprendre et sur lequel vous allez pouvoir aller chercher un maximum de retour sur investissement. Ici, on va avoir toute la partie segmentation. Donc aujourd'hui, c'est vrai et on le voit encore beaucoup, dans les audits, on a des structures avec des dizaines de milliers de produits, une seule campagne. Donc, en fait, on laisse totalement la main à un algorithme pour avoir le retour sur investissement que vous souhaitez. Donc, dans la majorité des cas, il va quand même arriver à se rapprocher de votre objectif. Mais quand on creuse à l'intérieur, on va se rendre compte qu'on va avoir plusieurs typologies de produits. Nous, l'idée, c'est de les clusteriser de manière automatisée, c'est-à-dire qu'on a une plateforme qui nous permet d'agréger les données de vos produits, que ce soit des données publicitaires, e-commerce, de stock, etc., et de pondérer des règles qui vont permettre en fait de classer les produits dans des étiquettes personnalisées dans votre flux pour pouvoir adresser des campagnes qui vont permettre de mieux maîtriser les produits. Donc, pour vous les lister, on a les top produits. Donc, c'est des produits qui génèrent du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Donc, ça peut être, généralement, on parle de top produits d'appel, d'acquisition. Ce ne sont pas forcément les produits que vous vendez le mieux, mais c'est les produits qui apportent le plus d'activité. On va avoir les top produits de votre site ou des places de marché. Donc là, on parle vraiment de vos ventes réelles. On va avoir tous les produits qui sont à booster. On a beaucoup de nos e-commerçants qui nous demandent de booster avec une sortie de nouvelles collections, du déstockage en phase d'opération, en phase de test, pour vraiment s'assurer d'avoir une stratégie un petit peu plus agressive pour prendre de l'historique et voir le potentiel d'un produit sur un marché. Ensuite, on va avoir tout ce qui est produits à potentiel. Donc là, typiquement, c'est des produits qui, on va le voir par la suite avec des graphiques un petit peu plus parlants, commencent à avoir des bonnes performances, mais n'ont pas eu beaucoup d'investissement, pas beaucoup de visibilité. Donc, c'est faire le pari de donner plus de visibilité à un produit pour voir si effectivement il va mieux performer. On va avoir les flops produits, donc c'est des produits, on veut contrôler les coûts, parce qu'effectivement, dans le ventre mou, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de produits où Google a testé d'aller chercher du volume et de la visibilité, mais derrière, il n'y a pas eu forcément la rentabilité souhaitée. Donc ça permet d'une part de limiter les investissements et de les réallouer sur des clusters avec un meilleur potentiel, et dans un deuxième temps, ça permet d'avoir une liste de produits sur lequel on peut effectivement repasser sur l'offre. Est-ce que je suis toujours bon en termes de prix? Est-ce qu'un niveau stock, je suis OK? Délai de livraison, etc. Donc, ça permet toujours de se poser les bonnes questions, ça permet de faire des économies et encore une fois, d'aller chercher plus de rentabilité. Ici, pour schématiser, un produit par défaut est un produit exploratoire et on vient ajouter une couche. Ça peut être un top produit d'acquisition, un top produit ads, un produit à potentiel, un flop, un boost.
On peut, alors ça, c'est vraiment les règles, on va dire, tronc commun. On peut rajouter des règles custom pour tenir compte effectivement des différentes spécificités de vos produits, de vos enjeux logistiques, etc. L'idée, c'est de toujours donner des signaux les plus avancés à un algorithme pour qu'il apprenne plus rapidement et que du coup, on fasse des économies d'échelle sur les investissements. On vous montre un cas qu'on a pu avoir, et ça arrive assez fréquemment sur des cas d'audit, où en fait, on s'aperçoit que on a un 20-80 produits, donc vraiment les best-sellers qui génèrent la majorité du chiffre d'affaires, qui représentent malheureusement une très faible part des investissements publicitaires. Donc l'algorithme les a identifiés, mais ne met pas tous vos investissements sur ces produits-là. Donc l'idée, bien évidemment, c'est pas de dépenser uniquement sur ces best-sellers-là, mais c'est de faire un rapport d'échelle pour être sûr déjà à minima d'être cohérent. On a, par exemple, dans cet exemple, 22% d'investissements qui sont faits sur 10 produits, sur plus de 14 000 produits, qui font 61% du chiffre d'affaires. On n'a pas de campagne dédiée, on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas booster, freiner, etc. En fait, on est limité à ce que l'algo a appris. Nous, on sait que ces produits-là, ils méritent d'avoir une diffusion dédiée pour mieux les contrôler, tester de l'exploration. Donc, c'est très important de mettre en place ce clustering pour, encore une fois, mieux tirer profit des opportunités produits et, encore une fois, réallouer les investissements. Dans ce graphique, qui est sous forme de nuage de points, on va avoir en fait une cartographie qui change un petit peu, qui est un petit peu plus agréable à lire qu'un format tableau, sur quel est le comportement produit que vous pouvez avoir entre combien on investit sur un produit et combien il rapporte. On a dans ce graphique-là des tailles de bulles qui correspondent au volume de chiffre d'affaires, le code couleur correspond à la rentabilité, et le placement du produit correspond à son investissement par rapport au revenu. On peut voir assez facilement qu'il y a quand même pas mal de produits sur lesquels on investit très bien, qui ont une taille de bulle cohérente et une bonne rentabilité. Donc, ce sont un peu les produits qu'on a déjà identifiés comme étant des best-sellers. Et par contre, on voit à gauche du graphique qu'il y a quand même pas mal de produits qui sont verts, donc qui ont une bonne rentabilité, mais sur lesquels on a des investissements très exploratoires. Donc, l'idée, ça va être de faire le pari, de pousser ces produits-là pour voir si effectivement ils peuvent arriver en haut à droite du graphique et encore une fois créer de la valeur sans investir davantage. Pourquoi sans investir davantage? Parce qu'on s'aperçoit, à contrario, qu'on a une bonne liste de produits sur lesquels on investit quand même assez massivement. On a peu de chiffre d'affaires qui est généré, une faible rentabilité. Donc, dans un premier temps, on va faire des économies sur ces produits-là, le temps de les retravailler, de voir ce qui cloche ou si l'offre n'est pas cohérente, mais on va faire une économie d'échelle. Et grâce à cet outil-là, nous, ça nous permet un petit peu de tester avant, après, quand on travaille du clustering, les résultats qu'on peut attendre. Donc, bien évidemment, il faut que les meilleurs produits soient en haut à droite et les produits qui sont les moins rentables en bas à gauche. Top. On l'a vu au niveau produit, maintenant on peut le voir au niveau catégorie. On peut l'avoir au niveau marque, au niveau custom label, vraiment sur tous les niveaux de vertical qu'on peut avoir sur un catalogue shopping. Ici, on est sur un client moto et en fait, on s'aperçoit que les tailles de bulles par rapport aux investissements sont cohérents en fait. Les plus petites familles sont les moins représentées, sur lesquelles on investit moins, mais dans l'ensemble, on a vraiment tous les segments qui sont rentables. Donc, c'est vraiment ce schéma-là qu'on essaye de travailler avec nos clients pour tout simplement s'assurer qu'on soit en phase avec les opportunités de leur catalogue. Ici, on vous montre un exemple concret issu de notre plateforme qui permet de prévisualiser un petit peu un clustering. Ici, on a pris un segment de tous les produits qui sont non rentables. Donc, bien évidemment, on a joué sur des règles entre les investissements, les conversions, la rentabilité. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a sur 90 jours quasiment 30% des investissements qui sont faits sans rentabilité. Donc, ça représente quand même 15 000, quasiment 16 000 euros sur 3 mois. Donc, en fait, ces 5 000 euros par mois, on peut les économiser pour les réallouer sur d'autres clusters qu'on va vous montrer. Et on va dire, une action assez simple à mettre en place, mais qui peut avoir vraiment de belles répercussions sur votre rentabilité. Au niveau des best-sellers, on voit par exemple ici on passe d'une rentabilité à 1,50 à 16. Donc, bien évidemment, c'est normal parce qu'on a identifié les best-sellers de la diffusion d'acquisition. Et là, en fait, on peut s'apercevoir qu'on dépense 9 000 euros. Donc, tout à l'heure, on avait, alors, ce pas les mêmes clients, mais on avait 15 000 euros. Là, typiquement, en réallouant ces investissements sur ce type de cluster-là, en fait, on peut arriver facilement à avoir un maximum de retour sur investissement. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est notamment sur les catalogues où on a de très gros paniers moyens, c'est ne pas prendre uniquement la valeur de conversion. Typiquement, ici,
On a certains produits qui sont catégorisés avec une conversion, mais on essaye quand même de le passer sur des produits qui convertissent à minima plusieurs fois, en fait, pour s'assurer que ce ne sont pas des ventes occasionnelles. Donc, au niveau des opportunités catalogue, ici, on peut voir assez facilement entre les résultats sur GA4 et la vision Google Ads qu'on est cohérent. Donc, on est dans le secteur électrique, on change du secteur moto et décoration. Mais en fait, nous, l'idée, c'est de s'assurer un petit peu que les tendances qu'on voit se dessiner sur les ventes en SEO direct et au global du e-commerce d'un e-commerçant soient cohérentes avec la vision Ads. Ça nous est arrivé assez souvent de voir que on a des catégories qui sont représentées sur Google Ads, mais qui ne sont pas forcément représentées en e-commerce global. Donc, en fait, c'est juste un manque à gagner parce qu'en fait, on peut s'apercevoir qu'on a certaines typologies de produits qui représentent 15, 20, 30, 40% et qui ne sont pas adressés du tout en acquisition. Donc, en fait, le fait de créer un premier historique, on peut aller chercher à maintenir ou à chercher de la croissance sur une activité, même si le marché est compliqué. Donc, pour résumer, vraiment les bonnes pratiques pour améliorer sa rentabilité par le catalogue produit sans investir davantage, ça va être d'optimiser les attributs shopping pour assurer une bonne visibilité par rapport aux concurrents et se démarquer, étant donné qu'on a de plus en plus de carousels produits. Ça va être d'exploiter différents niveaux de données pour ne pas se cantonner à ce qu'un algorithme apprend et d'exploiter vos données pour ajouter une couche et apprendre plus rapidement. Donc, on fait des économies de budget. D'utiliser le clustering produit pour répondre à ce deuxième point qui va être d'aller travailler les produits par ensemble de comportements, limiter les produits qui ne fonctionnent pas, pousser les produits qui fonctionnent, tester les produits qui sont un petit peu dans le ventre mou, de s'assurer de la cohérence des données pour vraiment voir si on ne manque pas des opportunités sur certaines verticales du catalogue et de scaler ces opportunités-là sur de nouvelles sources de données, de nouvelles régies publicitaires, tout en tenant compte, bien évidemment, de la saisonnalité, des opérations commerciales qui vont pouvoir impacter positivement ou négativement votre activité. Super, merci Jade. On va passer à l'étape 2. Donc, comment segmenter efficacement son catalogue sur son site pour fluidifier la navigation. Et tout commence par l'audit de notre besoin client. En fait, si on ne sait pas à qui on parle, quels sont ses besoins, quelles sont ses douleurs, on va passer à côté. On va passer à côté parce que notre navigation, elle ne sera pas adaptée. Les mots qu'on va utiliser, ils ne feront pas sens derrière. Les visuels, pareil, ne permettront pas de se projeter. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on travaille avec Luciole, c'est cette définition des neuropersonas. On entend souvent la notion de persona, qui déjà est un outil qui apporte des éléments de lecture. Mais nous, on va plus loin avec notre bagage neurosciences pour vraiment aller comprendre les besoins inconscients de ces prospects, de ces visiteurs. Parce qu'en réalité, il y a plein de décisions qui sont prises d'abord par notre cerveau de manière inconsciente, même 100% des décisions. Et c'est ça qu'on veut aller comprendre pour vraiment maximiser le parcours et la valeur perçue que l'on aura. Donc, dans nos neuropersonas, en fait, on va analyser leur comportement d'achat pour bien segmenter derrière en fonction de leurs attentes. Est-ce qu'ils ont une attente qui est plutôt liée à l'optimisation de leurs ressources, par exemple le prix, ou plutôt en lien peut-être avec la durabilité? Est-ce que derrière, il y a une notion plutôt liée aussi à est-ce que c'est un achat responsable qui va lui permettre de se revendiquer d'une certaine manière? Est-ce que c'est plutôt lié à un usage particulier? Vous allez le voir, on va montrer, on peut classer des produits plutôt par contexte, par environnement. Est-ce que c'est un environnement de montagne, de plage, de ville, etc. Et donc, à travers toute cette analyse des neuropersonas, on va pouvoir optimiser en fait les conversions sur un site parce qu'on va créer des parcours adaptés. On va créer des catégories et une navigation qui va vraiment répondre à la typologie de clients qui va naviguer sur le site. Par exemple, on peut avoir des navigations différentes selon qu'on va s'adresser à quelqu'un de novice ou à quelqu'un d'expert, ou lui tout de suite en fait exprimer à quelqu'un, tiens, ça c'est pour débuter, ou ça c'est pour un pro. Et tout de suite, la personne va pouvoir s'identifier dans une catégorie plutôt qu'une autre. On va pouvoir aussi segmenter, par exemple, si on est sur des acheteurs qui sont réguliers ou plutôt des acheteurs qui sont ponctuels, ou en fonction de leur niveau de connaissance en fait sur un produit. Voilà. Donc ça, c'est un travail que l'on fait et en complémentarité, bien sûr, avec toute la partie SEO, puisque c'est hyper important d'avoir ce travail qui est fait de pair pour que le site soit vraiment optimisé.
Au niveau de la segmentation, des différents types de segmentation qu'on peut avoir, en fait, il y a énormément de possibilités. Là, on vous en a listé quelques-unes. L'idée, c'est un peu de vous ouvrir les chakras, entre guillemets, parce que la majorité des sites e-commerce vont faire une segmentation par catégorie. Quelquefois, il y a une ou deux segmentations en plus, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont intéressantes aussi. Et l'idée, c'est pas d'en avoir une ou l'autre. L'idée, c'est d'en avoir plusieurs et de les utiliser à différents endroits de votre site. Donc, il y a évidemment la catégorie des produits, mais vous avez aussi, en fonction de l'usage, voilà, par exemple, si vous vendez des articles de sport, voilà, ça peut être en fonction du niveau de pratique, si c'est de la compétition, etc. Vous avez aussi des segmentations par problématique. Voilà, par exemple, si vous vendez des compléments alimentaires, ça peut être aussi par problématique traitée, du genre perte de poids, maux de tête. Ça peut être aussi si vous avez si vous vendez, je sais pas, du carrelage ou des choses comme ça peut être lié à des produits liés à la surface, par exemple. Enfin, voilà, l'idée, c'est de réfléchir un peu au contexte d'utilisation du produit et de voir un peu à quelle problématique ça répond. Dans la même logique, vous avez aussi les bénéfices associés au produit. Donc, par exemple, gain d'espace, optimisation de revenus, etc. Ou prise de masse, par exemple. Vous avez aussi les caractéristiques du produit. Alors ça, on l'utilise plus généralement dans les filtres, un peu moins dans la partie navigation, mais ça peut aussi être le cas. Si vous vendez des matelas, par exemple, vous pouvez avoir des tailles de matelas ou des choses comme ça. Dans la navigation, vous avez tout ce qui est taille de stockage, taille niveau de performance, voilà, ce genre de choses. Et puis aussi tout ce qui est lié au cycle de vie. Ça, c'est notamment intéressant si vous vous adressez à des clients voilà, qui vont acheter des produits au démarrage du cycle de vie, qui vont être des produits différents. Par exemple, si vous vendez des vêtements, vous avez les vêtements enfants moins d'un an, entre 1 an et 2 ans, etc. Voilà, vous avez aussi des saisons, tout ce qui va être lié à l'hiver, à la fête des mères, les événements, etc. Donc l'idée, c'est un peu de réfléchir à tous les types de segmentation que vous pourriez avoir et de les adapter au fur et à mesure de l'année en fonction de votre audience, en fonction des cas de figure voilà, les plus pertinents. L'idée, en tout cas, c'est d'avoir des segments qui soient intuitifs et aussi de pouvoir recommander vos produits grâce à l'usage de filtres et des recommandations dynamiques. Dynamiques, c'est-à-dire qu'en fonction d'un certain nombre de critères, vous allez pouvoir modifier le classement des produits dans la grille des produits quand vous êtes sur la page de listing ou dans les résultats de recherche, par exemple. Donc, vous allez avoir évidemment une navigation plus intuitive si vous avez une arborescence avec des segmentations claires. Idéalement, au moins 3 niveaux, enfin entre 2 et 3 niveaux, pas plus, parce qu'après, ça devient trop complexe d'un point de vue usage. Mais l'idée, c'est d'avoir des catégories qui soient claires. Vous allez avoir aussi des filtres plus pertinents, voilà, donc des filtres qui sont basés sur les critères de décision des clients. Ça, c'est intéressant de bien connaître votre cible client aussi par rapport à ça. Est-ce que c'est plutôt le prix, la taille, quelles sont les caractéristiques produits qui vont plus les aider à prendre la décision. Donc, valoriser ces filtres-là en priorité. Parfois, il y a des filtres qui ne sont pas utilisés aussi. Donc, regardez par exemple les clics sur les filtres. Et si vous avez des clics qui ont 0% ou moins d'1% de clics, peut-être que ces filtres-là, ils ne sont peut-être pas pertinents. Et puis après, l'idée aussi, c'est de créer des pages de catégories qui soient bien conçues, à la fois avec des descriptifs engageants pour le SEO, etc. Mais aussi qui mettent en avant les produits phares et qui soient conçus, encore une fois, dans la logique de l'usage et du besoin de l'utilisateur. Alors évidemment, pour arriver à un résultat optimal, c'est compliqué d'y arriver du premier coup. Donc l'idée, c'est de faire de l'optimisation continue en faisant des tests réguliers. Donc on analyse les pages, on analyse le comportement, etc. On fait des hypothèses sur la base de ces données-là et on teste. Donc on va tester différentes structures de pages, différentes catégorisations, différents ordres de filtres, différents wordings aussi, etc. Voir ce qui convertit le mieux. Est-ce que ça convertit mieux quand je mets en avant tel filtre plutôt que tel autre, par exemple? Évidemment, il faut analyser à chaque fois le parcours des utilisateurs. Vous avez des outils comme Hotjar, Google Analytics, Content Square et bien d'autres. L'idée, c'est de trouver un peu les points de friction. Qu'est-ce qui pose problème aux utilisateurs? Voilà, est-ce qu'ils ont des hésitations? Est-ce qu'il leur manque des infos aussi? Vous pouvez ajouter aussi même des tests utilisateurs, des interviews pour voir s'il leur manque des informations ou des filtres qu'ils aimeraient avoir et que vous n'avez pas proposé. Et puis l'idée aussi, c'est d'évoluer, faire évoluer votre site en fonction des tendances. Voilà, parce que parfois, il y a peut-être des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles modes, etc. Des nouveaux événements, et donc ça peut être intéressant de les prendre en compte. Voilà, en manière générale, toute l'évolution des attentes de vos clients, prenez-les en compte et traduisez-les aussi sur votre site de manière concrète.
Donc là, on vous a mis quelques exemples. Alors là, il s'agit d'un site, donc Nutrimus, c'est un site qui vend des compléments alimentaires. Eux, ils ont une navigation, là, le menu, avec plusieurs types d'entrées. Vous voyez, vous avez les best-sellers, vous avez les nouveautés, et vous avez une navigation par objectif. Donc objectif sportif, prise de masse, améliorer les performances, etc. Voilà, c'est une façon de naviguer qui est intéressante parce que typiquement, on ne sait peut-être pas s'il nous faut tel ou tel type de produit, alors que par contre, si j'ai un objectif, voilà, optimiser mon sommeil, ben, je clique dessus et ça m'affiche les produits qui répondent à cette problématique-là, enfin cet objectif-là. Vous avez aussi un truc intéressant, c'est qu'il y a, par exemple, si je vais dans la catégorie sport, c'est ce qu'on voit en dessous, vous avez des catégories donc de produits, protéines, nutrition sportive, etc. Et dedans, il y a des sous-catégories. Donc là encore, vous avez gamme de produits, par exemple, vous avez les best-sellers, toujours mettre en avant les produits les plus intéressants dans cette catégorie, les plus vendus, entre guillemets. Donc, si c'est les plus vendus, c'est que c'est potentiellement celles qui ont plus de chances d'intéresser aussi vos visiteurs. Et puis la notion de conseil aussi par sport, vous voyez, voilà. C'est-à-dire que je peux avoir des produits pour le cyclisme, des produits pour le running, etc. Si je ne suis pas un spécialiste, ça peut toujours m'aider aussi à choisir mon produit. Donc voilà, tout ce qui est guidage pour l'utilisateur, c'est très très utile et ça va augmenter vos conversions. Même exemple avec Maison du Monde ici, puisqu'on voit que la segmentation qui est faite, elle est faite par besoin. On accède facilement en fait au bon plan. Donc ça peut justement amener ce côté, bah, tiens, je veux optimiser mes ressources et me faire plaisir sans forcément derrière dépenser trop. Donc on a un accès facile ici, on a un accès seconde chance aussi qui est mis en valeur. Donc ça va être pour les personnes justement bah, qui souhaitent être dans un achat peut-être un peu plus éthique ou on va dire éco-responsable. On va avoir aussi cet espace-là qui est super intéressant, c'est pouvoir aller choisir par espace de vie ou pouvoir aller s'inspirer d'idées. Donc ça, c'est génial parce qu'on a beaucoup de personnes hein, sur l'aspect déco qui vont souvent s'inspirer, vont aller sur Pinterest ou des choses comme ça. Bah, ici, en fait, Maison du Monde le propose et permet à leurs visiteurs d'aller vraiment s'immerger dans un environnement, dans un espace, pour les aider à se projeter. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils naviguent et qu'ils prennent un plaisir je sais pas, être dans cette ambiance, par exemple, bah, ils vont vraiment pouvoir voir qu'est-ce qui compose cette ambiance-là et faire bah, des achats en lien avec cette projection. Voilà, on est vraiment sur de la projection ici émotionnelle qui est facilitée ici en donnant des tips, en donnant des, voilà, comment on appelle ça, des illustrations concrètes pour pouvoir s'inspirer. Ensuite, ici, on prend un exemple avec Leroy Merlin, qui est pas mal aussi au niveau de leur menu, puisque si on va par exemple dans l'espace cuisine, eh bien, on va avoir ici, en fonction de besoins, est-ce que je suis dans un cycle où je vais créer ou rénover ma cuisine? Est-ce que j'ai plutôt un besoin lié à l'équipement, l'accessoirisation, ou vraiment quelque chose en lien avec l'électroménager? Et donc là, pareil, ça permet de faciliter en fait hein, la navigation et d'atteindre plus facilement son objectif, en l'occurrence ici en lien avec la cuisine. Ici, on prend un exemple comment dire, de vendeurs de mobilier plutôt lié à la maison et tout ce qui va être salle de bain d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est cette notion de fil d'Ariane. En fait, quand on a un site qui commence à être assez exhaustif aussi, avoir un fil d'Ariane permet au visiteur de toujours savoir où il est dans sa navigation et de remonter facilement sur d'autres univers du site en fonction de là où il se trouve. Et puis, vous voyez que au niveau de la segmentation des produits, on est au niveau de la segmentation produit, on est par univers ou par type d'objet et on a des images ici qui permettent tout de suite à l'utilisateur de se projeter dans l'univers dans lequel il va aller, dans ses sous-catégories. Et donc là aussi, ça permet de, un, faciliter la navigation et deux, tout de suite euh, permettre au cerveau de tout de suite aller se projeter et se dire, bah, tiens, là, il y a de la valeur perçue parce que ce type de visuel correspond vraiment à ce dont j'ai besoin. On va avoir en fait une potentialité de satisfaction là ici qui sera plus forte parce que notre cerveau, il va traiter plus facilement et plus vite les images, il en est plus friand. Donc c'est une façon assez pertinente ici d'expliquer des sous-catégories. Toujours un exemple ici, cette fois-ci de vêtements d'une marque qui propose des vêtements pour l'allaitement et la grossesse. Donc là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils mettent en avant leurs best-sellers. Alors en plus, on est sur un site hein, qui, en termes de copywriting, même si c'est pas notre sujet ici, mais pour le coup, ils ont un copywriting qui marche beaucoup parce qu'il se veut ludique et rigolo.
Et derrière, il y a un ancrage, une mémorisation qui est forte au niveau de cette marque-là. En tout cas, on voit que donc, les indispensables sont mis en avant avec des vignettes ici qui sont optimisées en termes de visuel, en termes de présentation des couleurs, du prix, la possibilité de rajouter facilement à la wishlist, au panier. Donc là, on est vraiment sur un site qui sait mettre en valeur en fait des catégories pertinentes et surtout les illustrer avec vraiment cette côté anticipation quoi, de la satisfaction, puisque la femme ici, hein, puisqu'on est sur une cible féminine, peut vraiment se projeter dans un univers dans lequel elle veut ressembler dans cette marque. Il faut savoir que c'est une marque qui fait pas mal d'A/B testing, hein, pour reprendre ce que Christophe vous expliquait tout à l'heure, sur la nécessité d'être dans une démarche d'amélioration continue et d'itération. Donc là, ici, on a ces retours qui leur permettent d'affiner et d'améliorer, hein, toutes les semaines des éléments de leur navigation et de leur site. Enfin, un autre exemple, hein, je vous en parlais tout à l'heure sur la segmentation plutôt par environnement. C'est-à-dire que là, on est sur un site qui vend des produits, des vêtements, des chaussures, et qu'ils ont regroupés ici par activité. C'est-à-dire, est-ce que moi, je viens pour acheter des équipements qui vont être plutôt adaptés dans une situation de montagne, ou plutôt en ville, ou plutôt à l'océan, ou plutôt quand je suis en mode voyage. Là, on est vraiment sur un regroupement par usage. Et du coup, l'utilisateur, il va se dire, bah, OK, là, dans montagne, je vais vraiment retrouver tout ce qui est adapté, conçu, prévu pour la montagne. Et donc, ça va vraiment répondre à mes besoins par rapport à l'achat que je veux faire aujourd'hui. Ici, l'idée, c'est de faire une segmentation qui va mettre en situation aussi d'autres produits, des produits complémentaires, des cross-selling ou des produits plutôt alternatifs, des upselling. Donc ici, on est sur un site toujours dans le mobilier qui propose en fait des conseils sous forme de blog. Et au sein même de cet article de blog, on va avoir des produits qui sont mis en situation. Et quand on va se balader en fait sur ces blogs-là, ces articles-là, on va avoir pour chaque produit la possibilité en fait de venir, vous voyez comme là les petits ronds noirs, euh, cliquer dessus pour voir ben, qu'est-ce que c'est que ce produit-là. C'est la vasque modèle Intel qui coûte tant et qu'on peut facilement aussi ajouter au panier. Donc ça, c'est une façon aussi pertinente d'aider en fait un utilisateur à se projeter dans vraiment l'environnement qu'il veut créer chez lui demain, ici dans cet exemple de mobilier salle de bain, et de pouvoir aller compléter, accessoiriser facilement sa salle de bain. Pour revenir aussi sur la segmentation dynamique dont vous parlait Christophe tout à l'heure, vous voyez ici qu'on est sur un site qui vend des séjours ou des activités en fait, hein, qu'on peut faire en couple, solo, en famille. Mais là, ici, on était sur la période de la Saint-Valentin. Et donc, vous voyez que le site a été repensé et a été dynamisé en fait pour pouvoir mettre en valeur des offres spéciales Saint-Valentin. Donc là, on est vraiment sur rendre adéquate, on va dire, l'offre et faire des promotions qui sont ciblées, adaptées à un besoin que va vivre vraiment notre prospect à l'instant T. Là, un autre exemple intéressant, c'est que ici, vous avez deux manières d'afficher les filtres. Il y a à la fois les filtres de type caractéristique du produit, type couleur, nombre de places, etc., en horizontal au-dessus de la grille produit. Et il y a aussi un bouton plus de filtre, hein, qui vous permet, qui ouvre en gros une espèce de panel pour avoir d'autres options de filtrage. Et il y a un filtre de catégorie sur la gauche, qui est présenté plus comme un menu, mais en tout cas, ça vous permet de naviguer, d'affiner la liste produit à la fois par une entrée de type catégorie et à la fois par une entrée par caractéristique. Pardon. Donc ça, c'est une bonne manière de faire. Slide suivant. Une autre façon de faire aussi, c'est d'introduire certains types de filtres, comme on parlait tout à l'heure, d'usage, d'objectifs. Là, il y a même, par exemple, pour revenir sur l'exemple de Nutrimuscle, il y a aussi régimes spéciaux, donc il y a des particularités spécifiques liées aux besoins de la cible. Voilà, tout ce qui est, par exemple, sans lactose, sans gluten, des choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup en tout cas sur ce marché-là, il n'y a pas beaucoup de sites qui proposent ce type de segmentation, que ce soit dans la navigation ou dans les filtres. En général, c'est plus des infos mentionnées, genre sans lactose, c'est mentionné dans la description produit, mais ce n'est pas forcément utilisé comme un filtre. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a, en l'occurrence, ils ont fait des recherches sur la population française. Ils savent qu'il y a 20% des gens qui sont allergiques au lactose, par exemple.
Et donc, du coup, voilà, c'est des choses qui sont prises en compte et qui leur permet d'augmenter aussi pas mal leur taux de conversion. Il y a aussi un rappel sur l'objectif par rapport aux produits listés, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous listez les produits, vous avez, voilà, ce que j'ai entouré ici en rose, voilà, ce produit-là, c'est plutôt un produit spécial prise de muscle, etc. Donc ça permet aussi non seulement de bien comprendre, enfin de bien afficher les bons produits, mais aussi quand je visualise un produit, je sais voilà, quel objectif il répond, même si je n'ai pas sélectionné de filtre d'objectif. Donc il y a toujours en fait un guidage pour vraiment aider l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment ce qui vous aide, enfin ce qui va vraiment booster vos conversions, parce que ça aide vraiment l'utilisateur à trouver le bon produit qu'il lui faut. Je peux passer à la slide suivante. Voilà, pour aller un peu plus loin sur les éléments de segmentation et navigation, il y a énormément d'éléments que vous pourriez prendre en compte. Mais en tout cas, sur les pages produits, en plus de la partie segmentation qui aide à choisir le produit, une fois que vous êtes sur la page produit, pour augmenter les conversions, il y a encore d'autres astuces, notamment au niveau des images. Il faut des images vraiment qualitatives du produit qui permettent de se projeter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme disait tout à l'heure Jade sur les annonces, également sur la partie fiche produit, il faut voilà, montrer des images du produit en situation, sous différents angles, parce que c'est dans ce cadre-là que l'utilisateur va l'avoir dans son salon. Enfin là, en l'occurrence, c'est un meuble. Le meuble sur fond blanc, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Enfin, c'est intéressant si on veut voir juste le produit en lui-même, mais il faut forcément des photos de l'usage du produit. Donc, et ça, quelle que soit la thématique du produit. Hein. Si vous vendez des crèmes de soins, pareil, il faut mettre, voilà, faut mettre des photos de la femme ou l'homme qui utilise la crème sur son visage, par exemple. Tout ce qui est vidéo en 3D, voilà, ça aide aussi à mieux se projeter, mieux visualiser l'usage du produit. Toutes les caractéristiques importantes, tout type dimension, matériaux, etc., c'est hyper intéressant parce que ça aide aussi le client à mieux choisir son produit. Évidemment, mettre en avant les avis clients, au moins la note, comme on le voit ici, avoir des bénéfices un peu sous forme de promesses qui soient assez visibles haut sur la page, c'est les petits bullet points là, 3 ou 4. Donc ça permet de vraiment bien comprendre tout de suite en un coup d'œil c'est quoi l'intérêt de ce produit. Si vous avez des éléments liés à votre marque, par exemple engagés sur tout ce qui est éco-responsable, éthique, ce genre, enfin, des pictos, des choses comme ça, c'est bien de les mettre aussi, de les valoriser aussi, comme le fait ici Tikamoon. Si vous avez des déclinaisons pour ce produit, type couleur, type des packages ou des choses comme ça, qui donnent plus de choix, évidemment, proposez-les aussi de manière pas trop intrusive. Il faut que ça soit visible et facile à utiliser. Il ne faut pas qu'il y ait 70 boutons sur l'élément, parce que des fois, c'est un peu visuellement trop chargé et on n'arrive pas trop à s'y retrouver. Et puis aussi, tout ce qui est élément permettant de réduire un peu le stress lié à l'effort, notamment financier, c'est hyper important. Des éléments de réassurance, comme par exemple le paiement 3 fois sans frais, la sécurité du paiement, ce genre de choses, c'est hyper important. Et évidemment, faciliter l'ajout panier, voilà, avec un bouton qui soit de préférence au-dessus de la ligne de flottaison, à minima sur desktop. Ça, c'est hyper important aussi. Donc voilà, quelques tips un peu pour booster votre page produit. Merci. Alors nous, on est Steerfox, on accompagne des e-commerçants qui sont PME, TPE sur leur acquisition publicitaire et on a accompagné d'un outil qui nous permet d'automatiser certaines tâches, d'avoir des reportings sur mesure. Et aujourd'hui, on a une équipe de plus de 20 consultants, donc on est vraiment expert e-commerce. Et on est aussi certifié Google Partner Premier, ce qui nous permet, dans le top 3 des agences, de pouvoir avoir un accompagnement vraiment plus approfondi, être A/B testeur sur des outils et aussi avoir des veilles marché assez avancées pour accompagner nos e-commerçants. Super. Et donc nous, Luciole, on est spécialisé donc, dans tout ce qui est amélioration des conversions. Et comment on travaille là-dessus? Comme on l'a dit aujourd'hui, hein, travailler sur votre neuropersona, super important pour bien comprendre en fait hein, leur motivation profonde ou ce qui pourrait freiner en fait leur achat, ce qui pourrait être friction dans leur parcours. On va justement faire un travail de neuroergonomie. Donc, en gros, on audite et on fait un benchmark au niveau de votre site web et des acteurs en fait hein, en présence sur ce marché pour justement vous apporter des optimisations qui vont être assez faciles à mettre en place, mais qui derrière vont avoir une conséquence assez forte en fait sur votre retour sur investissement. Donc là, voilà, on scanne, on vous fait des recommandations, on les appuie d'études, on les appuie de bench. Et derrière, c'est des optimisations, des quick wins qui rapportent donc un ROI pour vous.
Et puis, on a cette spécialité donc UX et data qui fait qu'on va vraiment pouvoir aller comparer, chercher, clarifier en fait de la data comportementale pour aller cibler, arbitrer la mise en application en fait d'actions correctives et d'optimisation. Et puis, spécialité aussi de Christophe ici, donc faire de l'A/B test justement pour être dans une démarche d'itération et d'amélioration continue tout au long en fait de l'accompagnement. Donc avec plaisir pour parler de votre projet avec Luciole. Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, on a gardé un temps d'échange, mais sinon, on est joignable facilement pour pouvoir échanger avec vous sur vos projets.